En fait, ça veut dire que je suis en apprentissage. En fait, quand on fait plein de trucs, c'est qu'on n'est pas encore spécialisé. Parce qu'en fait, je déteste la spécialisation et c'est un peu l'angoisse que j'avais justement en faisant des études. C'est que quand on fait des études, on a toujours tendance à vouloir chercher à un moment donné une filière, un truc. Et moi, ça m'a toujours angoissé. Vous savez que j'avais fait ES d'ailleurs avant, parce qu'il faut justement me laisser un peu tous les possibles. Et je pense qu'après, tout le reste, ça a été cette même obsession, c'est-à-dire vouloir en partir dans un champ. Genre, bah, si je fais de la musique, je vais essayer de réaliser le clip ou de le co-réaliser, d'écrire en même temps la chanson. Si il y a un truc que je sais pas, bah, je vais l'écrire, etc. Et donc finalement, pour le livre, là c'est pareil, j'ai même participé à la couverture. Enfin, j'aime bien avoir la vision un peu totale du truc, où on maîtrise, et évidemment avec l'aide de gens plus professionnels ou plus expérimentés dans le domaine, mais pas mal de champs et on n'est pas restreint à une casquette spécifique, etc. Idéalement, si je pouvais vraiment, et d'ailleurs au début quand j'avais auto-édité des bouquins avant, bah, j'aimais bien ce côté, je faisais un peu tout, c'est-à-dire à la fois on crée la couverture, voilà, on écrit le roman, on fait l'attaché de presse derrière, j'aime bien cette vision intégrale, quoi. Moi, je suis marxiste. Je pense que s'il y a une personne qui a pensé le monde et qui est toujours complètement actuelle, c'est Marx, parce qu'il a dit justement que la division du travail devait être complètement... et la forme de l'aliénation, la première, en fait. Et je pense que c'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens veulent faire des choses différentes. On voit bien dans la jeunesse ou même dans d'autres sphères d'ailleurs. La plupart des gens veulent faire d'autres choses. Ils ont même éventuellement parfois un taf, parfois très chiant. Je sais pas, ils font de la finance, de la contrôle de gestion, enfin, c'est des choses peut-être très bien, hein. Et puis après, ils se lancent dans la jardinerie, ils veulent monter, j'en sais rien, un restaurant vegan, etc. En fait, tout le monde aspire à d'autres choses parce que justement, on sait qu'on n'a qu'une vie, on peut mourir demain, le monde est dur, il est violent, il est difficile. Donc on veut se projeter dans d'autres activités et on a tous des doubles et triples vies. Et on fait tous des trucs après 18h, après 19h, après les cours, après le taf ou après le chômage, pour ceux qui sont au chômage, parce que ça représente quand même pas mal de gens maintenant. Et je trouve que c'est très bien. En fait, évidemment, ça va être un chaos total. Parce que après derrière, pour faire rentrer du cash régulièrement et payer les frais, c'est compliqué. Parce que du coup, c'est une stratégie un peu borderline. Mais on kiffe beaucoup plus. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, la question, c'est que tout le monde l'est. Alors, sauf ceux qui sont peut-être encore les boomers, sans que ce soit péjoratif, hein, qui sont encore vécus dans d'autres schémas. Mais moi, je pense même mes grands-parents, bon, voilà, étaient complètement là-dedans de manière radicale, du style, voilà, il faut absolument faire ça pour se prémunir du danger, de se retrouver voilà, dans le dénuement, etc. Moi, je ne veux pas d'un milieu favorisé, donc du coup, forcément, il y a quand même toujours ce côté, le taf, les études, c'est quand même la garantie contre le désarroi, contre la pauvreté, etc. Donc, il ne faut pas non plus mépriser ça parce que, en fait, moi, j'aime pas non plus le côté, faut pas que ça devienne un truc de riche, parce que si c'est un truc de riche et d'élite, ou de gens qui ont déjà du patrimoine, un capital social, comme disait Bourdieu, etc. Et donc finalement qui peuvent se permettre justement d'avoir des triples vies parce que derrière, de toute façon, ils ont du cash qui tombe. C'est pas ça, non, c'est pas le sujet. L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder d'une certaine mesure à ces autres formes. Et je pense notamment que s'il y a un truc qui est quand même très fort dans la société d'aujourd'hui, c'est que les hobbies deviennent le taf en fait. Les hobbies qu'on a, en fait, deviennent un taf ou potentiellement un taf. Et si demain ça pouvait être le cas pour tout le monde, ça serait quand même très bien. Alors précipiter, c'est exactement le terme. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on n'écrit pas du tout parce que genre on veut écrire quelque chose. Je pense que c'est une nécessité. Moi j'écris pas du tout, j'ai pas de rituel d'écriture, genre de choses comme certains ont. Je me branle pas sur le statut de l'écrivain qui serait une espèce comme ça de figure assez ancestrale en France, assez prestigieuse. Non, je pense qu'on écrit quand il y a une nécessité. Moi en l'occurrence j'ai écrit ce livre par Radical par exemple parce que je sortais d'une rupture amoureuse extrêmement violente qui m'a mis complètement KO avec une personne d'extrême droite, disons, et après j'ai voulu un peu parler justement à travers un personnage, puisque c'est pas un récit, c'est une fiction, mais un petit peu de cette espèce de contamination avec tous les guillemets que ça suppose dans le contexte actuel, mais que j'avais un peu vécu avec une relation toxique très très violente qui m'avait fait découvrir un univers que je connaissais pas et dans lequel j'étais un peu précipité, un peu pour reprendre votre terme. Donc je pense qu'on écrit vraiment par nécessité. C'est une énorme. En plus, ce qui est génial, c'est que ça a été donné par les éditions du Frigo ou la librairie du Frigo. Je trouve que c'est génial. Le premier prix, c'est vachement mieux que le concours quand même. Le prix du roman gay. En plus, j'ai pas eu le prix, hein. J'ai été uniquement nommé hein, sous le pseudonyme que j'utilisais à l'époque pour ce livre-là. J'étais uniquement, j'ai pas remporté le prix, hein, il me semble. Hein. Je crois que j'étais juste dans la catégorie des nommés, voilà. Mais il n'y a pas eu de remise, de statut. J'ai pas pu remercier mes parents, etc. Mais c'était quand même, je n'étais très content. Non, parce qu'en plus, j'ai jamais vraiment très bien compris ce que c'était ce truc-là derrière. Mais ça montre en fait que
qu'à travers des méthodes hyper artisanales, parce que ce que j'ai fait en termes de littérature avant Albin, avant de signer chez Albin Michel, c'était quand même relativement artisanal, mais ça s'est professionnalisé au fil du temps. Mais au tout début, c'était complètement à l'arrache et c'était forcément des échecs. Parce que moi, je crois beaucoup à l'échec. En fait, c'est parce que, évidemment, on est refusé par les éditeurs. Évidemment, s'il y a tout de suite Gallimard, Grasset, Albin qui vous signent, bah, évidemment, vous y allez, et ça paraît évident. Mais souvent, il y a des tôles, il y en a plusieurs. Et du coup, on se dit, bon, bah merde, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à un projet de merde ou est-ce qu'on le publie sur Kindle, sur un mode un peu plus pirate, sur Amazon, etc., avec une couverture dégueulasse qui a été retouchée 10 fois, etc. On s'en fout en fait. Il faut se lancer, on y va et puis après on voit. Et puis évidemment, c'est toujours hyper perfectible, hein, ça c'est certain, mais c'est pas grave. Alors électropop si on veut, React pas vraiment parce qu'en fait dans le texte, alors le texte décrit effectivement un univers réac, effectivement, avec une plongée dans l'univers de l'extrême droite et la radicalisation un petit peu du pays, en tout cas la tentation de la radicalisation. Moi, je ne me suis pas du tout comme réac moi-même, mais par contre, je décris effectivement ce phénomène-là. J'en montre à quel point c'est un glissement possible, à quel point il y a éventuellement un risque de partition, comme avait dit François Hollande il y a quelques années, un risque de partition du pays, parce que beaucoup de fractures sociales, beaucoup de contradictions qui n'ont pas été résolues, mais je ne fais la promotion d'aucune thèse en particulier. Moi, même si j'ai plutôt une thèse à défendre, ce serait quand même plutôt la thèse d'une transformation sociale positive par le haut, entre guillemets, où ces contradictions sont résolues un minimum. Donc finalement une vision plus centre-gauche, disons, qui n'est pas ni radicale dans un sens d'une révolution bolchevique, ni dans un sens fascisant bien entendu. Donc non. Mais par contre je décris cette espèce de tentation, effectivement cette tentation radicale, cette tentation de l'extrémisme qui est très forte et moi que je trouve très angoissante. À certains égards qui est angoissante. On va mettre tout dans le même panier, il n'y a pas 10 millions de fascistes en France, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est une tentation réelle et je pense même que finalement ce qui s'est passé très récemment avec l'épisode du Covid, avec là après ensuite l'assassinat, ce qui ressemble à un assassinat de George Floyd aux États-Unis, les mouvements qui ont ensuite ont eu cours dans d'autres pays pour en parler à juste titre, finalement ont remis en avant ces questions identitaires, ces questions sociales, mais ces questions aussi identitaires à proprement parler, où en fait on voit que c'est même pas uniquement la question du racisme, c'est vraiment la question de groupes qui cohabitent et qui parfois donnent l'impression de ne pas pouvoir se mélanger, se parler, se comprendre, etc. Parce que finalement, on pensait que la question du racisme était quand même résolue, le racisme au sens strict, je veux dire au sens de l'inégalité, etc., des classements, des catégories entre elles, mais en fait non. Donc on voit bien que ces problèmes-là sont tenaces, ils sont vraiment tenaces parce qu'en fait il y a des questions qui ne sont pas réglées derrière et qui doivent l'être, je pense, assez urgemment. Alors, c'est marrant, mais moi, j'ai relu récemment, comme je vais pas terminer, je vais peut-être l'emmener parce que moi, je l'ai pas fini, c'est un livre quand même relativement long. C'est un truc, alors il peut paraître assez chiant, mais c'est assez cool, ça s'appelle Le siècle juif. C'est de Yuri Slezkine, je sais pas si vous connaissez, c'est un livre en fait qui est un essai qui montre en fait l'importance de la culture juive, on pourrait dire, dans le monde occidental, qui s'est développé à partir de la révolution industrielle, donc disons, 19e siècle. Fin 18e, début 19e. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que contrairement, je pense que c'est vraiment le meilleur remède contre le complotisme, ce type d'ouvrage, parce que c'est un ouvrage universitaire. Et en fait, il nous montre que finalement, là où la culture juive a été importante, par exemple pour la révolution industrielle ou pour le développement du capitalisme anglo-saxon, donc à partir du 19e notamment, en fait, au même moment, cette culture-là était tout aussi présente et puissante et forte dans un univers qui était complètement anticapitaliste, qui était le régime soviétique en fait. Et donc ce livre montre notamment, c'est ce qui est assez avant-gardiste, enfin c'est pas avant-gardiste, que c'est la réalité, mais ça semble avant-gardiste, le fait qu'autour de Staline notamment et du Politburo, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient en avant un certain nombre de préceptes issus de la culture juive, etc. Et ensuite qui ont été évidemment bien sûr marginalisés dans le régime totalitaire soviétique. Mais donc un livre qui remet les pendules à l'heure, parce que je pense dans pas mal de domaines finalement, il y a toujours un trou mais gigantesque, un écart énorme entre ce qu'on croit savoir et ce qui s'est réellement passé. Donc c'est un remède vraiment contre toutes les formes de complotisme possibles.